Voyageuses, voyageurs, re-bienvenue dans Voyage au bout de la nuit sur C8. On est toujours dans la lecture d'Ivresse de la métamorphose de Stefan Zweig. J'en étais à un passage très précis où Christine, en fait, est en train de découvrir le désir pour la première fois. Je crois bien. Donc, je continue de ce pas la lecture d'Ivresse de la métamorphose de Stefan Zweig. Bonne lecture. Elle est heureusement rarement seule avec lui. La plupart du temps, 2 ou 3 autres femmes sont présentes auprès desquelles elle se sent plus assurée. Parfois, dans sa gêne, elle jette un regard de biais pour voir si les autres savent mieux se défendre. Elle apprend, sans le vouloir, toutes sortes de raffinements. Feindre l'irritation ou ignorer impudemment des audaces trop précises. Et avant toute chose, l'art de se dégager à temps lorsque cela devient trop sérieux. Et même quand les hommes sont absents, l'atmosphère reste semblable, surtout en bavardant avec la petite de Mannheim, qui, avec une franchise qui surprend Christine, aborde les sujets les plus scabreux. Étudiante en chimie, intelligente, délurée, pétulante, sensuelle, mais toujours maîtresse d'elle-même au dernier moment, elle voit de ses yeux noirs perçant tout ce qui passe. Par elle, Christine apprend toutes les intrigues de l'hôtel. Que la petite personne trop maquillée aux cheveux oxygénés n'est pas la fille du banquier français, comme il le prétend, mais sa maîtresse. Qu'ils dorment bien dans 2 chambres, mais que la nuit, elle-même l'a entendu d'une chambre voisine. Et que l'américaine a eu une aventure sur le bateau avec l'acteur allemand, qu'il avait eu un pari à bord entre 3 américaines, à qui le séduirait et que le commandant allemand est homosexuel. Le garçon d'ascenseur en avait touché un mot à la femme de chambre. L'Allemande de 19 ans lui raconte ainsi, comme une chose naturelle, sans l'ombre d'une indignation, sur le ton léger de la conversation, toute la chronique scandaleuse de l'hôtel. Et Christine, qui aurait honte de trahir par son étonnement son inexpérience, écoute avec curiosité, observant parfois de côté la petite jeune fille délurée avec une sorte d'admiration horrifiée. Ce corps frêle, pense-t-elle, doit avoir connu déjà pas mal d'expériences qui me restent ignorées. Sinon, elle ne pourrait pas parler de ses faits avec assurance, comme des choses évidentes, sans qu'elle le veuille y penser. Penser à tout cela la trouble. L'impression que des milliers de minuscules fibres nouvelles couraient sous sa peau pour y concentrer la chaleur. Ainsi, parfois, elle éprouve comme une brûlure et au milieu d'une danse, elle sent sa tête tourner. Que m'arrive-t-il, se demande-t-elle. Un désir a commencé à naître en elle, désir de se connaître, et après la découverte de ce monde nouveau, de se découvrir elle-même. Et de nouveau 3, 4 jours, toute une semaine agitée et passée comme le vent. Dans la salle à manger, l'oncle Anthony en smoking et la tante sont à table pour le dîner. L'oncle grogne. Maintenant, j'en ai assez de ce retard continuel. Une fois, cela peut arriver à tout le monde. Mais courir de droite à gauche la journée entière et nous laisser ainsi tomber, c'est une incorrection. Au diable, pour qui se prend-elle ? Claire cherche à l'apaiser. Mon Dieu, que veux-tu ? Ils sont tous comme cela aujourd'hui. Rien à faire, c'est la génération d'après-guerre. Ils ne connaissent que leur jeunesse et leur plaisir. Mais Anthony jette furieux sa fourchette sur la table. Au diable avec leur éternel plaisir. Moi aussi, j'ai été jeune, j'ai fait des bêtises, mais je ne me suis jamais permis des incorrections et on ne me les aurait pas tolérées. Pendant les 2 heures de la journée où mademoiselle ta nièce nous fait l'honneur de sa compagnie, elle doit être exacte. Et puis, il y a une chose que j'exige. Dis-le-lui une fois pour toutes. Qu'elle ne nous amène plus chaque soir à notre table cette troupe de garçons et filles. Que m'importe cet Allemand au cou de taureau et au crâne comme un bagnard, à la voix gutturale comme l'empereur Guillaume, et le juriste juif avec ses finesses ironiques, et cette petite peste de Mannheim qui a l'air de sortir de quelque bar. Je ne peux même pas lire mon journal, c'est une agitation, un bavardage, un bruit perpétuel. J'ai passé l'âge de fréquenter de tels blancs-becs. En tout cas, ce soir, j'exige d'être laissé en paix et si l'un de cette bande bruyante s'assoit à ma table, je renverse tous les verres.
Claire ne le contredit pas. Elle sait que ce n'est pas indiqué quand les veines bleues de son front se gonflent. Ce qui la contrarie, c'est justement qu'elle doit donner raison à Anthony. Au début, elle a poussé elle-même Christine dans ce tourbillon. Cela l'amusait de la voir si rapidement, si adroitement se transformer en femme élégante. Un souvenir confus de sa propre jeunesse lui rappelle son ravissement lorsque, pour la première fois, elle put, avec son protecteur, aller souper en grande toilette chez Sacher. En vérité, durant ces 2 derniers jours, Christine a perdu toute mesure. Grisée, elle ne vit que pour elle-même et pour son bonheur éperdu. Elle ne remarque pas, par exemple, que le soir, son vieil oncle dodeline de la tête, ne tient pas compte des exhortations pressantes de sa tante. Viens, il se fait tard. Elle n'émerge que pour une minute de son ivresse. Oui, bien sûr, ma tante. J'ai encore promis cette danse, simplement celle-là. Mais dans la seconde suivante, elle a tout oublié. Elle ne remarque même pas que l'oncle, las d'attendre, s'est levé de table sans lui dire bonsoir, et ne pense pas qu'il puisse être fâché et vexé, qui pourrait l'être dans ce monde merveilleux. Elle ne peut s'imaginer que tous ne brûlent pas d'enthousiasme, ne pétillent pas d'exubérance fébrile, de joie ardente, alors qu'elle perd dans ce tourbillon son équilibre. Pour la première fois à 28 ans, elle s'est découverte, et cette découverte est si enivrante qu'à part elle-même, elle en oublie le monde entier. Voici maintenant qu'elle se précipite, emportée par sa propre ardeur, dans la salle à manger, remontée comme une toupie, arrachant ses gants en marchant sans complexe. Qui peut s'offusquer ici de quelque chose ? Lance, en passant un joyeux « Hello » aux 2 Américains, elle a appris des tas de choses, se dirige vers la tante qu'elle saisit tendrement par derrière et l'embrasse sur la joue. Un court instant de surprise. « Oh, vous êtes déjà là ? Excusez-moi, je leur avais bien dit à ces 2 lascars, Persine et Edwin, votre formidable Ford ne regagnera pas l'hôtel en 40 minutes, vous avez beau la pousser. » Mais ils ne m'ont pas cru. « Oui, maître d'hôtel, vous pouvez servir tout de suite les 2 premiers plats pour que je vous rattrape. »« Oui, maître d'hôtel. »« Oui, c'est l'ingénieur qui conduisait et il s'y entend. Mais j'ai vite constaté que la vieille guimbarde ne dépasse pas le 80. La Rolls-Royce de Lord Elkins file autrement et quelle suspension. Au reste, pour être franche, c'est aussi que j'ai voulu conduire un peu. Naturellement, Edwin à côté de moi. C'est très facile, hein, pas sorcier. Hein. Tu seras le premier, mon oncle, que j'emmènerai, n'est-ce pas ? Tu n'auras pas peur. Mais qu'as-tu, mon oncle ? Tu n'es pas fâché parce que je suis un peu en retard, non ? Je te jure, c'est pas de ma faute. Je leur ai dit tout de suite, en 40 minutes, vous n'y arriverez pas. Il faut pas se fier qu'à soi. Excellent, ce pâté. Et j'ai une soif. On ne s'imagine pas comme on est bien près de vous. Demain après-midi, départ pour Landeck. Mais je leur ai dit, ne comptez pas sur moi. Hein. Il faut bien que j'aille une fois me promener avec vous. On n'a pas vraiment un moment pour nous. Et cela grésille, crépite, comme un feu de branche sèche. Ce n'est qu'après un certain temps, quand elle s'arrête nette, épuisée, que Christine remarque que son récit passionné se heurte à un silence, dur, glacial. L'oncle fixe la corbeille de fruits, comme si les oranges l'intéressaient plus que tout ce bavardage. La tante joue nerveusement avec les couverts. Personne ne parle. « Tu n'es pas fâché, mon oncle, pas vraiment fâché ?» demande Christine inquiète. « Non, grogne-t-il, mais dépêche-toi de finir. » La réponse jaillit si brutale, si irritée, que Claire en est peinée. Car Christine reste là, confuse, comme une enfant battue. Elle n'ose pas lever les yeux. Elle a reposé une moitié de pomme sur son assiette, un tremblement nerveux au coin des lèvres. La tante intervient rapidement pour changer de conversation. Elle se tourne vers Christine et lui demande « Que devient Marie ? As-tu des nouvelles de la maison ? Il y a longtemps que je voulais te le demander. » Mais Christine pâlit davantage. Elle tremble de tout son corps. Mon Dieu, elle n'y a pas encore pensé. Voilà 1 semaine qu'elle est ici et n'a pas remarqué qu'elle n'a pas reçu aucun courrier, pas une ligne. Plus exactement, en de rares moments, elle s'en est étonnée et a pris la résolution d'écrire, mais toujours une nouvelle distraction l'en empêche. Maintenant, sa négligence lui porte un coup au cœur. Je ne me l'explique pas, je n'ai pas reçu une ligne de la maison. Du courrier s'est peut-être perdu ? Autour de la tante de prendre un visage sarcastique sévère. Étrange, en effet. Très étrange.
Cela vient peut-être du fait que l'on ne te connaît ici que sous le nom de Miss Van Bollen et que les lettres pour Offener sont restées à la réception. As-tu demandé ? Non, répond Christine dans un souffle. Elle est anéantie. Elle se rappelle qu'elle a voulu 2 ou 3 fois s'en informer, mais quelques événements survenaient et elle oubliait. Elle bondit. « Excusez-moi un instant, je vais tout de suite voir. » Anthony laisse tomber son journal, il a tout entendu. En colère, il la suit des yeux. « Tu as gagné. Sa mère est gravement malade, elle te l'a raconté elle-même, et elle ne prend pas de nouvelles, ne fait que se dissiper toute la journée. Tu vois maintenant que j'avais raison. » C'est vraiment incroyable, soupire la tante. En 8 jours, ne pas s'en être inquiétée une seule fois alors qu'elle connaît l'état de Marie. Au début, elle se faisait tant de soucis pour sa mère, elle avait les larmes aux yeux en me contant son désespoir de la laisser seule. Incroyable un tel changement. Dans l'intervalle, Christine est revenue, d'une autre allure, à tout petits pas, confuse et honteuse. Elle se recroqueville dans le large fauteuil, comme si elle s'apprêtait à parer une gifle méritée. Effectivement, 3 lettres et 2 cartes l'attendaient à la réception. Chaque jour, le si dévoué Furchthaler avait envoyé des nouvelles précises, alors qu'elle n'adressait qu'une simple carte de Célérina, griffonnée rapidement au crayon. Quel poids sur sa conscience. Pas une seule fois, elle n'a regardé le plan aux fines hachures, dessiné avec amour par son brave et fidèle ami. Elle n'a même pas retiré son petit cadeau de la valise. Et parce qu'elle voulait, inconsciemment, oublier son autre moi, le moi Offener, elle a oublié tout ce qu'elle avait laissé derrière elle, la mère, la sœur, l'ami. « Eh bien, demande la tante, voyant que Christine tient les lettres sans les ouvrir d'une main tremblante. « Tu ne veux pas nous les lire ?»« Oui, oui, tout de suite, murmure Christine. Obéissante, elle défait les enveloppes et parcourt rapidement, sans s'arrêter aux dates, les lignes à l'écriture nette et soignée de Furchthaler. « Aujourd'hui, Dieu merci, cela va mieux, dit-elle dans l'une et dans l'autre. Comme je vous ai donné ma parole, chère demoiselle, de vous transmettre des nouvelles exactes concernant l'état de madame, votre mère, je dois malheureusement vous communiquer que la journée d'hier nous a causé bien des soucis. L'émotion consécutive à votre départ a provoqué des troubles assez inquiétants. » Elle feuillette rapidement les pages suivantes. « La piqûre l'a calmée un peu et nous espérons un mieux, quoique le danger d'une nouvelle crise ne soit pas complètement écarté. » « Eh bien, demande la tante qui remarque l'émotion de Christine, comment va ta mère ? » Très bien, dit-elle dans son embarras, c'est-à-dire que maman a eu de nouveau des malaises, mais c'est déjà terminé. Elle vous transmet ses amitiés ainsi que ma sœur et ses remerciements. Mais elle ne croit pas ce qu'elle lit. Pourquoi la mère n'écrit-elle pas elle-même, pas une ligne ? Pense-t-elle alarmée, ne devrais-je pas télégraphier ou téléphoner à la poste ? Ma remplaçante doit être au courant. De toute façon, il me faut écrire immédiatement. Quelle honte de ne pas l'avoir encore fait. Elle n'ose pas lever... Elle n'ose pas lever les yeux de peur de rencontrer les regards observateurs de sa tante. « Oui, ce serait bien que tu leur écrives une longue lettre, dit la tante, comme si elle avait deviné ses pensées. Et transmets nos meilleures amitiés. D'ailleurs, nous n'irons pas aujourd'hui dans la salle, nous monterons tout de suite dans notre chambre. Rester tous les soirs fatigue trop Anthony. Hier, il n'arrivait pas à s'endormir. N'oublions pas qu'il est là pour se reposer. » Christine sent le reproche voilé. Elle s'effraie, son cœur soudain se serre, se glace. Honteuse, elle s'approche de son vieil oncle. « S'il te plaît, mon oncle, ne m'en veux pas. Je ne pouvais pas me douter que cela te fatiguait. » Le vieux monsieur, encore à moitié contrarié, à moitié touché de son ton, humble, grommelle en protestant. « Tu sais, nous autres, gens âgés, dormons toujours mal. De temps en temps, j'aime bien un peu de mouvement, mais pas tous les jours. Et finalement, tu n'as plus besoin de nous. Tu as suffisamment de compagnie. » Non, pas du tout. Je vais avec vous. Avec précaution, elle aide l'oncle à entrer dans l'ascenseur et le conduit si prudemment, si tendrement, que la mauvaise humeur de la tante se dissipe un peu. « Tu dois comprendre, Christelle. On ne veut pas t'empêcher de t'amuser, dit-elle, pendant la rapide montée des 2 étages, mais ce sera bon pour toi de dormir une fois, tout ton saoul, sinon tu te surmèneras et tout le bénéfice des vacances sera perdu. Cela ne te nuira pas de faire une pause dans cette agitation.
Reste aujourd'hui tranquillement dans ta chambre, écris des lettres. Et pour être franche, il n'est pas convenable que tu traînes toujours seule avec tout ce groupe, d'autant plus que certains ne me ravissent pas particulièrement. J'aurais préféré te voir avec le général Elkins plutôt qu'avec ce garçon venu d'on ne sait d'où. Crois-moi, tu ferais mieux de rester ici, aujourd'hui, en haut dans ta chambre. Oui, je te le promets, ma tante, dit Christine humblement. Tu as raison, je le sais bien. Ce fut... Je sais comment. Ces journées m'ont complètement tourné la tête. Peut-être aussi l'air et je sais pas, tout le reste. Je suis contente de pouvoir réfléchir en paix et d'écrire mes lettres. J'y vais tout de suite. Tu peux y compter. Bonne nuit. Elle a raison, pense Christine en entrant dans sa chambre. Et elle ne veut que mon bien. Vraiment, je n'aurais jamais dû me laisser entraîner ainsi. À quoi bon toute cette bousculade? J'ai le temps. 8 jours, 9 jours, et puis... Si je ne me fais porter malade et télégraphie pour demander la prolongation de mon congé, que peut-il m'arriver? Je n'ai encore jamais pris de repos et je n'ai jamais manqué à mon service une seule journée. Ils me croiront à la direction et ma remplaçante sera heureuse. Quel calme ici dans cette chambre. Aucun son ne monte jusqu'à moi. On peut enfin réfléchir, tout examiner, oui. Et les livres que Lord Elkins m'a prêtés, il faut que je me décide à les lire. Pardon, j'ai perdu... Je me dis, non, d'abord les lettres. Je suis montée pour écrire mes lettres. Une honte. En 8 jours, pas une ligne à ma mère, à ma sœur, au brave Furstaller. Je dois aussi envoyer une carte à la remplaçante, cela se fait, et j'en ai promis une aux enfants de ma sœur. Et qu'ai-je encore promis? Quoi encore? Mon Dieu, j'ai perdu la tête. Ah oui, à l'ingénieur, que nous irions demain de bonne heure en excursion. Non, en aucun cas seul avec lui, pas avec lui. Et demain, je dois être avec l'oncle et la tante. Non, je sortirai plus seule avec lui. Je devrais alors le décommander, descendre rapidement afin qu'il n'attende pas en vain. Non, je l'ai promis à la tante, je reste ici. D'ailleurs, je peux prévenir le portier par téléphone, il fera la commission. Oui, par téléphone, c'est préférable. Non, pourtant pas. De quoi aurais-je l'air? Ils croiront que je suis malade, qu'il m'est interdit de sortir et toute la bande se moquera de moi. Bon, je lui envoie plutôt un petit mot. Je préfère ainsi. Et j'expédierai les autres lettres en même temps pour que le portier les dépose demain matin à la poste. Bon sang! Où j'ai fourré le papier à lettres. Incroyable. Le sous-main est vide, complètement vide. Dans un hôtel de cette classe, cela ne devrait pas se produire. Oui, on peut sonner. La femme de chambre ira immédiatement en chercher, mais peut-on encore sonner à cette heure-là, passé 9 heures? Qui sait? Ils dorment peut-être déjà, et cela paraîtra surprenant qu'on en appelle la nuit pour quelques feuilles de papier. Bon, je fais un saut en bas, et j'en prendrai dans le salon pourvu que je ne tombe pas sur Edwin. La tante a raison, il faut le garder à distance. Se permet-il d'autre avec d'autres ce qu'il a fait cet après-midi en voiture? Tout le long de la jambe. Je ne comprends pas comment j'ai pu le tolérer. J'aurais dû m'écarter et lui interdire. Je le connais que depuis quelques jours. Mais j'étais paralysée. Incroyable qu'on se sente soudain si faible, privé de volonté, quand un homme vous touche ainsi. Je n'aurais jamais imaginé que soudain, on se trouve sans force. Est-ce que les autres femmes sont ainsi? Non. En dépit de leurs propos osés et de leurs histoires extravagantes, elles ne vous le diront pas. J'aurais dû faire quelque chose. Sinon, il finira par croire qu'on le tolère de n'importe quoi, ou qu'il s'imagine qu'on le souhaite. Effrayant ce frémissement jusque dans les orteils. Quand il le fait à une toute jeune fille, je comprends qu'elle perde la tête. La façon dont il me saisissait soudain le bras dans les virages, quand je pense comme il est... Ses doigts sont si fins et j'ai jamais vu chez un homme des ongles si soignés. Et cependant, quand il vous saisit, on croirait une pince d'acier. Est-il ainsi avec toutes les autres filles? Probablement. Il faut que je l'observe la prochaine fois, quand il dansera. C'est terrible d'être ignorante. Tout autre, à mon âge, s'y entend et saurait se faire respecter. Ce que Carla a raconté. Comment ici, toute la nuit, les portes des chambres s'ouvrent et se ferment. Je vais vite pousser le verrou. Si seulement elle vous parle franchement et pas seulement par allusion, si l'on savait comment se comportent les autres, si elles aussi sont troublées, perdent la tête, cela ne m'est jamais arrivé. Si une fois, il y a 2 ans,
Quand cet homme élégant m'a accosté dans la Warringerstrasse, la même allure, grand, raide. Au fond, il ne se serait rien passé. J'aurais simplement, comme il m'y invitait, soupé avec lui. C'est ainsi qu'on fait connaissance. Mais à cette époque, j'ai eu peur. Peur de rentrer trop tard à la maison. Toute ma vie, cette peur idiote est toujours avoir égard aux autres, à tous. Et là-dessus, le temps passe, on prend les premières rides au coin des yeux. Les autres, elles furent plus intelligentes, elles ont mieux compris. Vraiment, y a-t-il ici une autre fille qui reste dans sa chambre tandis qu'en bas, tout est joie et lumière? Et uniquement parce que l'oncle est fatigué. Pas une ne resterait ainsi en début de soirée. Quelle heure est-il donc? Seulement 9 heures. 9 heures. Je ne pourrais certainement pas dormir, pas question. J'ai d'un seul coup si terriblement chaud. Ouvrons la fenêtre. Comme c'est bon, le froid sur une épaule nue. Attention à ne pas prendre un rhume. Naturellement, toujours cette stupide crainte. Faire attention. Faire attention. Ça sert à quoi? Ah, délicieux ce souffle à travers la minceur de la robe. On se croirait toute nue. Pourquoi l'ai-je enfilée? Et pour qui cette belle robe? C'est le moment pour moi de vous laisser pour une courte pause. Je vous rejoins pour la suite de la lecture d'Ivresse de la métamorphose de Stefan Zweig. A tout de suite, bougez surtout pas. A tout de suite, ciao, ciao, ciao.